Et on va passer tout de suite le point de vue de l'hématologiste. À travers un TP bas, qu'est-ce qu'il va découvrir? Donc vous connaissez professeur Khorasani, hématologiste, CHU Ibn Sina à Rabat. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc je ne sais pas si on va s'entendre ou pas. Donc je pense que oui, parce que vous avez traité, le gastro a traité une première partie où le TP, en fait, il est noyé dans un tableau. Donc dans un tableau syndromique. Et donc à ce moment-là, le TP devient un peu secondaire. La place d'Ilonet devient secondaire, en fait, parce que le tableau il est tellement riche qu'à la fin, dès que le TP est lost, quel est son intérêt. Donc là, je vais isoler le TP. Donc je vais essayer de répondre aux questions. C'est bon? Je vais essayer de répondre aux questionnements que se pose tout clinicien, tout chirurgien, quand il trouve un TP isolé bas. Qu'est-ce qu'il en fait? Donc un TP bas, pourquoi? Alors, pourquoi je demande un TP? Alors, c'était historique d'une attitude de chirurgien. Donc, à l'habitude, la médecine diana, quand un chirurgien qui va opérer, il demande TP. Qu'il y a TP. Point. Ça fait. Un de vésicule, il y a TP. Ça fait. Donc, c'était ça. Donc, le but, en fait, on veut dépister un trouble de l'hémostase. Deux, peut-être, je veux me rassurer en tant que chirurgien parce que le patient risque de saigner. Et je vais être rassuré qu'il ne saigne pas. Je vais peut-être rassurer l'anesthésiste. Peut-être le patient. Parce que ton fils ou l'alliade qui est c'est-à-dire que chirurgie, il est équivalent à un risque de saignement. Et puis se pose la question médico-légale. تنقول غندير ان تي بي لانه هذا المريض هذا ما عنده والو جاي غيفتح على شي حاجه خصني ندير له التي بي باش اوكا الله يحفظ لها. Soit je vais détecter quelque chose, soit le cas je vais le bilan. Excellent. Après, lorsque tu reçois ton TP, ou Jacques Bas, qu'est-ce que tu en fais? Ah, ouais, et puis, non, là, j'ai normal. De tout petit TP, j'ai normal. Qu'est-ce que j'en fais? C'est bien, j'opère. Donc, on va essayer peut-être de répondre à. Finalement, le temps, peut-être? C'est les chefs d'eau. وفين غنبدا نشوف ليه استمتع حاضر انا بديت احس بيا الاخر دير غير علمني شويه قبل اوكي bien alors déjà on va essayer de donc il y a deux questions la notion de TP-TCA plaquette, c'est-à-dire le fameux bilan préopératoire, permet-il de prédire le risque hémorragique péri-interventionnel? En fait non. Voilà. Et puis est-ce que je dirais, est-ce qu'il modifie la prise en charge péri-interventionnelle? Probablement non. Donc, en fait, à quoi servent les tests? Alors, le TP, comme ça a été avancé, il explore la voie extrinsèque des processus de la coagulation. Le TCA, il explore la voie intrinsèque des processus de la coagulation, c'est ce qu'on connaît. La numération plaquettaire nous donne une idée un peu sur la fonction plaquettaire et l'hémostase primaire. Et puis le temps de saignement, le test classique, mais aujourd'hui qu'on ne fait plus par les méthodes classiques, mais il se fait par ce qu'on appelle le PFA100, qui prédit un peu les risques de saignement. Alors, le TP, voilà ce qu'il explore. En fait, il explore le facteur 7 et la voie commune, c'est-à-dire le 10, le 5 et le 2. Donc, on l'utilise pour essayer de voir la voie extrinsèque de la coagulation qui se fait. On cherche les anomalies, le 7, le 10, le 5, le 2, et le fibrinogène, et puis aussi utilisé pour la surveillance des traitements antivitaminiques, etc. Si on essaie de le principe des tests, il est aussi simple. En fait, on prend un plasma, 0,05 ml, on met de la thromboplastie, on l'incube, et il y a un chrono qui se déclenche. Et en fait, la valeur du temps, elle est de 11 à 13 secondes, elle est trop courte. Donc, il est très sensible. C'est-à-dire que s'il compte 14 ou 15 secondes, il va être allongé. Et donc, pour dire, aujourd'hui, il y a des automates qui font ça, qui sont standardisés. Donc, et à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque le bain-marie, on a le caïf, les TP, et on déclenche le chrono. Les choses, alhamdoulilah, ils ont évolué. Alors, une notion intéressante, le TP est normal pour un taux de facteur supérieur à 25%. Si j'ai 25% de facteurs dans le plasma, j'aurai un TP normal. Et ça, c'est une notion qui est très importante pour les cliniciens. Autrement dit, un TP normal ne veut pas dire que j'ai des taux de facteurs normaux. Alors, lorsque j'ai un test isolé,
j'ai le TP بوحده isolé, c'est un déficit en facteur 7. Si j'ai le TP et le TSH sont perturbés, ben j'ai en fait les facteurs vitamine K dépendants qui sont bas, j'ai des facteurs associés, j'ai des anticorps qui peuvent inhiber n'importe quelle phase de la coagulation, ou un déficit de la voie commune, le 5, le 2 et le 10. Donc c'est-à-dire le TP à bas et le TCA allongé. Parfois, on le peut avoir très très raccourci lorsqu'on met une supplémentation par les vitamines K, mais ça c'est une situation qui n'est pas intéressante lorsque le patient, bien sûr, il se raccourcit lorsqu'on met du plasma. Alors le TCA, on ne peut pas interpréter un TP si on ne prend pas le TCA. Donc il ne faut jamais le prendre en étant isolé. Alors, le TCA de l'autre côté, il explore la voie endogène de la coagulation, c'est-à-dire le 10, c'est le 8, le 9, le 11 et le 12, et la voie commune. D'accord? Alors, le principe, c'est un test de référence avec un activateur. Donc, quand on fait le TCA, on utilise un activateur de la coagulation. Et les cas le plus fréquents lorsque un TCA est allongé, bon, c'est l'hémophilie A, l'hémophilie B, et puis les anticorps de la coagulation. Alors, le principe, c'est quoi? On prend un plasma, 0,1 ml, on ajoute l'activateur avec du phospholipides, du calcium, on incube, et là, on déclenche le chrono. Donc, soit on le fait d'une manière manuelle à l'époque, soit en fait d'une manière automatique et aujourd'hui standardisée sans aucun problème. Et là, le temps, ils sont beaucoup plus larges, le TCA. Le TCA, on est à 25 à 38 secondes. Alors à 30 secondes, c'est un TCA normal. À 37, il est normal. Il faut le prendre, il faut le nuancer. Et la même chose, si j'ai un TCA normal, ben, je n'ai besoin que de 25% de taux de facteur, c'est-à-dire 8, 9, 11, 12, pour que j'ai un TCA normal. Autrement dit, si j'ai un taux de facteur de 30%, je risque d'avoir un TCA normal. Bien. Alors, comment les interpréter? Un allongement de TCA, donc vous devinez, c'est les déficits de la voie commune et de la voie endogène. Et le TCA peut être raccourci dans certaines augmentations de l'activité. Lorsque j'ai un taux de facteur 8 qui est trop élevé, ben je peux avoir un TCA qui est paradoxalement normal et qui peut cacher un autre déficit. Donc, quelle serait la situation? Donc, lorsque le test de dépistage, donc j'ai le plus important, est-ce que j'ai ou non une histoire hémorragique? Et là, j'ai les situations qui peuvent se présenter. Alors, tout est normal, ben en fait, c'est probablement une thrombopathie. Mais j'ai une histoire hémorragique. C'est-à-dire que j'ai un patient qui se présente, il y a des saignements, donc il saigne par quelque part, je pose des questions, et là j'explore. Et je trouve tous les tests normaux, TP, TCA, temps thrombine normal, et en fait là je vais m'attaquer sur les plaquettes, et je vais faire ce qu'on appelle un test d'agrégation plaquettaire pour détecter entre autres une thrombopathie. Mais là, l'autre facteur qu'on ne cherche pas beaucoup, c'est le déficit en facteur 13. Le facteur stabilisant de fibrine qui est à la fin de la coagulation et qui vient stabiliser la fibrine, et ben, en fait, on le trouve avec des tests qui sont normaux. Généralement, ça apparaît la période néonatale, c'est des très très jeunes, donc chez le nouveau-né ou nourrisson, des syndromes hémorragiques qui sont catastrophiques, un bilan de crasse qui est totalement normal. On se dit qu'est-ce qu'est la question? En fait, il faut aller tester le facteur 13. Et le dosage du facteur 13 se fait dans des labos spécialisés, il ne se fait pas par je dirais, les mesures classiques. Alors, deuxième situation, j'ai le TP seul qui est allongé. Et là, je cherche le facteur 7. Troisième situation, j'ai le TCA qui est allongé. Et là, j'ai par ordre de fréquence le 8 et le 9. Donc, hémophilie A, hémophilie B. Bien sûr, je peux avoir aussi, je vais doser le facteur 11. Et je dose le facteur 12 aussi. Alors là, ce qui nous arrive d'ailleurs, j'ai eu un cas clinique il y a juste le mois dernier. Bilan préopératoire pour quelqu'un qui veut faire une amygdalectomie pour son fils. Et il fait un bilan, amygdalectomie chez quelqu'un qui est bien important. Indication de l'amygdalectomie, là, je reviens, c'est le questionnement de Sihida et des gastro, enfin par rapport au questionnement. Il a un TCA qui est normal, qui est allongé. Le TP, il est normal. On fait les dosages des facteurs et on a un facteur 12 qui est allongé. Est-ce qu'on fait l'amygdalectomie ou pas? Ah ben, le facteur 12, donc oui, on fait l'amygdalectomie, aucun risque hémorragique. Le facteur 12, c'est un facteur qui intervient dans la coagulation au niveau de la phase in vitro. Mais in vivo, c'est un facteur qui plutôt intervient dans la thrombose. Donc aucun risque hémorragique. Et ce patient, donc, il avait besoin qu'on lui donne un rapport médical pour dire oui, tu peux te faire opérer sans aucun problème. Alors, le TP allongé, le TP bas et le TCA allongé. Donc là, on est en premier, c'est la voie commune. Les trois tests, tout est, je dirais, qui est anormal. La numération plaquettaire, les plaquettes sont basses, le TP, etc. Donc on est dans la CIVD, on est dans les coagulopathies de consommation d'une manière générale. Alors,
numération plaquettaire qui est basse, le reste est normal. Donc ça, on peut avoir le PTI, comme on peut avoir certaines thrombopathies, type Bernard-Soulier ou autre. Alors, maintenant, on a une autre TP qui est bas. Bah voilà, il faut explorer, il faut faire le deuxième facteur. Alors, avant de se lancer dans l'exploration coûteuse et non interprétable parfois, eh ben, en fait, il faut aller vers l'étape préanalytique. C'est-à-dire qu'en fait, avant tout, je vais vérifier est-ce que le TP que j'ai reçu, le prélèvement que j'ai demandé, qui est effectivement, est-ce que ce n'est pas en rapport peut-être juste avec un prélèvement. Donc là, la phase préanalytique, surtout chez l'enfant, chez le tout petit, on a souvent des TP bas ou des TC allongés qui sont beaucoup plus liés à un problème de prélèvement. Donc il y a un certain nombre de précautions qu'il faut obligatoirement faire pour qu'on s'assure que notre prélèvement est bon. Donc là, je ne vais pas trop m'attarder pour gagner un peu plus de temps. Donc ce sont les précautions à prendre pour un prélèvement bébé, surtout un nouveau-né, un prématuré, etc. Le prélèvement est difficile, je peux avoir facilement un TPI faussement allongé du fait de l'activation de la coagulation. Alors la notion importante, c'est le volume de prélèvement. Il faut toujours respecter. Pour l'hémostase spécialement, mais vraiment spécialement, c'est comme ça. Il faut obligatoirement faire respecter le rapport, je dirais, du volume de sang par rapport au volume des anticoagulants. Tu envoies un prélèvement chez le biologiste alcoolique, quand il te répond prélèvement insuffisant, et quand il te répond comme quoi il est, je fais l'expression, non conforme, eh ben, il faut le croire. Il ne faut pas dire Allah ou dit non conforme, non, non conforme, c'est non conforme. C'est tout. Donc il ne faut pas aller vers lui, je lui dis non, c'est non conforme parce que le volume n'est pas bon par rapport aux anticoagulants. Et surtout pour l'hémostase. Autant pour tout ce qui est numération, pour tout ce qui est tube sec, etc., tu peux prendre le volume que tu veux par rapport là. Mais pour l'hémostase, tu as l'obligation de respecter le volume de prélèvement par rapport au volume d'anticoagulant. Alors la manipulation, lorsqu'on fait un prélèvement pour l'hémostase, il faut qu'il arrive rapidement au labo. Il ne faut pas qu'il traîne sur une paillasse. Alors la congélation, donc là aussi c'est la congélation ou la conservation, là aussi c'est des critères qui sont hyper importants. Alors tout ça, et là je reviens, on est devant, je rappelle, on est dans le contexte où j'ai soit un bilan préopératoire où le patient se porte bien et je dois faire un prélèvement. Il y a des choses à respecter pour que lorsque tu reçois un TP qui est bas, tu dis ce TP il est bas, il est vrai, donc j'avance. Alors, en fait, plusieurs situations peuvent être à l'origine d'un TP bas ou d'un attentat allongé. Alors là, cette phrase qui fera plaisir à mon ami Sichvraoui, alors faites confiance à votre laboratoire. Ça, c'est indiscutable. Il ne faut plus qu'on revienne, toujours là, le labo n'est pas ça, il n'est pas bon. Là. Non. Alors, il faut le fidéliser. Et il faut discuter avec lui. Donc, lorsque tu as un TP bas, avec TP, ne fais pas la réflexion de laboratoire, même si il ne fait pas son travail. Non, il faut avoir ça. Alors, ne pas changer de labo. Lorsque tu fais un prélèvement, le premier réflexe, c'est que tu un laboratoire, bien, très bien. Tu as un TP bas. Lorsqu'il revient, le deuxième laboratoire, il va te répondre normal. Qu'est-ce que tu en tires comme conclusion? Ah, l'autre, il a tort. Et lorsqu'il est bas, il est bas. Donc, il ne faut pas faire ça. Et après l'arrêt, il faut avoir son laboratoire de référence. Donc, un biologiste avec lequel tu travailles, avec qui tu discutes. Donc, ça, c'est des règles obligatoires. Alors, on prend le cas clinique suivant. Alors, les cas, on vient de les avoir la semaine dernière. Donc, c'est tout neuf. Alors, un garçon de 12 ans, de 12 mois, pardon, et qui est programmé pour une circoncision. J'ai une mouche. Alors, non merci, monsieur, tu es gentil. Non, tu es gentil. Tu vas vivre, Alors, donc il est programmé par un circoncision. Il a 12 mois, il vient circoncision, d'accord? Et donc, le médecin demande un bilan, ok? Donc, il a un TP bas et un TCA normal. Donc ça, je ne sais pas si vous voyez, voilà le résultat. Donc, j'ai un TP autour de 57% et le TCA est totalement normal. Qu'est-ce que je fais? Alors, il fait le réflexe de tous les collègues et il refait. Il refait dans un autre laboratoire. Donc, il reçoit le résultat TP bas, le même résultat TP bas. Donc, il est confirmé. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il demande le dosage des facteurs. Toute la liste. Alors, le facteur D à 108%, le 7 à 46%, le 10 à 94%, le 9 à 106 et le 5 à 105%. Je peux prendre 2 minutes pour qu'on puisse réfléchir.
Qu'est-ce que... Donc là, il m'appelle, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai circoncis ou pas? J'ai 46% du facteur 7 qui justifie, qui explique mon TP qui est bas. D'accord? Je fais la circoncision ou pas? Oui? D'accord. Je vais appeler ce Khorassani. D'accord. Bon, alors, quelle décision? Alors, déjà, à savoir. Alors là, je mets une diapo, c'est pas pour faire de la pub, mais juste savoir qu'aujourd'hui, au Maroc, le marché marocain, ben, nous avons tous les produits, je dirais, au cas si tu as un saignement, tu peux le gérer. Donc, tu as le facteur 7 qui est le concentré, c'est le Nova 7. Alors, tout à l'heure, pour le PFC, aujourd'hui, sur le marché marocain, qui est l'Octaplast LG. C'est du PFC commercialisé. Et l'octaplex, c'est le complexe prothrombinique. Et puis, tu as les facteurs 8, l'octanate, réfacto, coginate, novoète, nuique. Le facteur 9, tu as le bénéfice, l'octafix. Aujourd'hui, il y a l'imlibra qui est un facteur 8 monoclonal. Et tu as l'huilette pour le Villebron. Donc, déjà, pour les cliniciens, nous avons tous les produits. Si jamais tu as un saignement, tu voulais opérer, est-ce qu'on a décidé est-ce qu'on a le risque hémorragique? Est-ce que ce patient a un risque hémorragique ou pas? On va peut-être réfléchir, mais si jamais j'ai un saignement que je ne pouvais pas expliquer ou la maîtriser ou prendre la conclusion par rapport au bilan que j'avais, et bien là j'ai les produits qu'il faut à côté. Donc je dois m'assurer que dans l'environnement que j'ai autour de moi, pharmacien, hôpital, pardon. Il faut juste savoir les moyens de les acheter. Là, déjà savoir que ça existe et c'est des choses qui existent. À partir de là, pour prendre la décision, est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Bien. Bon, ça, je vais passer peut-être bas. Alors, ça, ce qu'on a dit, c'est in vitro, ce qu'on explique. Après, in vivo, les choses, c'est-à-dire l'implication des facteurs dans l'hémostase, il est beaucoup plus compliqué qu'on a. Alors, avant de passer à ce cas-là, donc je réponds au premier cas. Le premier cas, il a 47% de facteur 7. La particularité du facteur 7 par rapport aux autres déficits du facteur, il n'y a pas de rapport de proportionnalité entre le taux du déficit et le risque hémorragique. Ce patient, il a 47%. Mais la notion que, lorsque j'ai rappelé tout à l'heure pour dire qu'un TP et un TCA sont normaux à partir d'un taux de facteur 8 ou de 9 ou de facteur plus de 25%, pour que ce patient, avec un taux de 47%, a un TP bas. Je ne sais pas si vous avez saisi ce que je veux dire. Donc, pour le 7, en fait, nous avons besoin, en matière de coagulation, en matière de facteurs de la coagulation, nous avons besoin de connaître les facteurs un par un. Nous avons besoin de savoir comment le 7 il agit, comment le 8, comment le 9. Si je prends l'hémophilie, par exemple, le facteur 8, et on va parler le deuxième, bah, c'est je dirais le saignement est lié au taux de facteur. Quelqu'un qui est 3%, ce n'est pas quelqu'un qui est 1%, ce n'est pas quelqu'un qui est 15%. Voilà. Mais pour le facteur 7 spécialement, en fait, non. Donc, quelqu'un a un phénotype saigneur, il peut avoir 40% et saigner. Il peut avoir 1% et ne pas du tout saigner. Donc, ça, c'est aussi des éléments qui sont hyper importants pour dire que lorsque je vais prendre la décision maintenant pour ces patients-là. Alors, aujourd'hui, cet enfant, il va avoir une circoncision. Donc, à la limite, c'est rien. Nous avons des circoncisions accidentelles, les KJ, l'hémorragie. Tu fais le diagnostic et tu traites a posteriori et ça se récupère. Donc, mais cet enfant-là, demain le papa va te reposer la question pour une fibroscopie assez haïda, pour une biopsie gastrique, pour une gastrectomie, pour une colectomie, et là, c'est TP qui va rester là. Est-ce que je vais faire le même raisonnement que celui de la circoncision? Certainement pas le même. Alors, le deuxième patient, alors, lui, il a 2 ans, 6 mois, et il a été programmé, il y a 2 semaines, pour une arthrite septique. Donc, pour qu'il soit opéré pour une arthrite septique. L'anesthésiste a demandé le bilan et il trouve un TCA 90 secondes sur 30 et un TP normal, 85%. Donc là, on est un TCA franchement allongé. Il s'arrête et il le confie pour une exploration d'hémostase. Mais lui, il est venu, le patient, j'ai le bloc opératoire, il a été programmé dans une clinique privée pour qu'il soit opéré. Donc, normal. Et bien sûr, dans le cadre-là, la consultation pré-anesthésie, l'anesthésiste le voit, demande le bilan. Après, on s'est rappelé au téléphone pour discuter. Donc, il nous le confie. Bah, après, moi, je le vois, je reprends l'histoire. Alors, voilà l'histoire de cette patient-là.
Donc, dans la chronologie. Donc, lui, il était une semaine, il était parti du bloc, mais je suis allé à l'arthrite septique. Mais les règles d'RTP, qui a allongé, donc je le reprends, et on reprend ça. Alors, en juin, c'est 10 mois avant. 10 mois auparavant, il fait un traumatisme du coude, le fameux coude pour lequel il va être opéré. Il fait un traumatisme du coude, il consulte chez un collègue qui fait le diagnostic d'une pronation cubitale, et donc il fait le fameux geste de la pronation cubitale. Donc je tire et il immobilise avec un plâtre pendant 15 jours. Très bien, parfait, pas de souci. Et à l'ablation du plâtre, on conseille 2 séances de kiné pour et là, la séance de kiné, de la douleur. L'enfant, il a très très mal. On ne s'améliore pas, rien du tout. Il reconsulte. Donc les parents ont été conseillés pour voir un autre collègue. Il consulte. Le traumato, il avait un blocage du coude, etc., parce qu'il était bloqué pendant là. Et il conseille des séances de kiné, 20 séances de kiné. Mais exactement 20. Quand je dis ça, je raconte l'histoire 20. Après, bien sûr, là, je reprends l'histoire a posteriori. Bon, on n'est pas des savants, on n'est pas des génies. Donc, c'est pas pour raconter que... Alors, donc, 20 séances de kiné. Mais à chaque séance de kiné, c'était de la douleur. C'est de la douleur. Et le père, lorsqu'on lui a parlé, tellement mon fils me dit, Abba, j'ai très mal. J'ai mal. Arrêtez. Arrêtez, j'ai mal. Je ne m'améliore pas, j'ai mal. Bon. Les choses ne sont pas améliorées, donc après la kiné, et donc là on fait un bilan. Donc on explore dès que l'articulation, qu'est-ce qui ne va pas, etc. On explore. Donc on demande une radio. Donc en février 2022, il y a quelques mois, on demande une radio standard et une IRM. Et donc la conclusion de l'IRM, de la radiologue, arthrite septique compliquée. D'où l'indication de la chirurgie. Donc ça c'était l'histoire. Donc nous on le voit. Donc ça c'est l'articulation. Le radio standard, avec le flexum de petit. Et ça, c'est l'interprétation de l'IRM. Ben, on reprend les choses. Et donc ça, il a été programmé pour chirurgie, comme j'ai dit. Le bilan préopératoire qui a montré le TCA allongé. Et c'est là, il revient vers nous pour l'exploration de l'hémostase, consultation hémostase. Ben nous, on reprend l'histoire. À l'âge de 6 mois. Alors je prends la maman d'Abellas. Je prends la maman, le papa, et on reprend le questionnement. À l'âge de 6 mois, ikimose. Bdaw les ikimoses, à l'âge de 6 mois. C'est-à-dire que la maman, elle, me dit, غير بدا كيتحرك ملي كان هي دابا ملي كان الوليد في يدي il n'y a rien du tout. Mais بدات يتحرك, il commence à bouger, on commence à constater des clés bleues. Bien sûr, des bleus, mais c'est normal. Rien de choquant, rien de, je dirais, d'embêtant. Alors, deuxième, et ça, merci pour la trotteuse. Je ne savais pas le mot trotteuse en français, la jla. C'est peut-être trotteuse. زير بلي قلت انا ياك. حيت كنقلب على le mot trotteuse, كندير التروتينات الى اخره, كنت غنكتب العجله, mais bon, tout à l'heure. Donc, alors la maman dit, ملي كنديرو في العجله, je trouve des bleus sur les côtés. وكنت نقول باه اللي كان تيهزو كيلعب به. Après, quand on pousse l'interrogatoire, واحد المره تجرح جرحه صغيره كانت نتفى et ça saignait beaucoup. Et là, ce que vous voyez sur la photo ici, c'est l'hématome après un prélèvement de sang. Après chaque prélèvement, il y a des hématomes. Voilà. Bon, bref, pour résumer, donc nous, on a fait le dosage des facteurs rapidement et c'était un hémophile A majeur, 0,3%. Tout de suite. Donc c'est une hémophilie A majeure. Donc, on commence immédiatement le traitement. Donc, on stoppe. On commence le traitement par du facteur 8. Et on fait donc, dès qu'on met du facteur 8, la douleur disparaît. On commence la rééducation parce que là, on peut le récupérer par la rééducation. Ça, c'est l'hématome. Et ça, c'est juste après. Là, il commence à lâcher l'hématome après les injections de facteur 8. Ça, c'est les séances de kinésithérapie. Et donc, le patient commence à s'améliorer. Alors, la conclusion. Alors, des résultats normaux permettent-ils d'éliminer une pathologie à risque hémorragique? Non. Donc, le déficit mineur, la maladie de Willebrand, etc. Des résultats anormaux correspondent à une anomalie de l'hémostase à risque hémorragique? Non. Alors, la pathologie de l'hémostase ou un TP, c'est avant tout une histoire hémorragique.
Et plusieurs situations peuvent être à l'origine d'un TPBA ou d'un allongement TCA. Donc faites confiance à votre laboratoire, le fidélisez, discutez avec lui, ne pas changer de labo et avoir son laboratoire de référence. Et l'anamnèse, donc, en matière de, je dirais, maintenant je reviens à la question dernière, quand tu as un TPBA ou un TCA allongé, il faudra obligatoirement que tu reviennes vers l'histoire clinique hémorragique de la patient. Est-ce qu'elle a de l'histoire hémorragique ou pas? Si l'on a, donc tu explores et tu lances l'exploration, tu commences par ce qui prédispose, c'est-à-dire qu'on ne fait pas toute la batterie des facteurs, c'est plus fréquent. Si l'on n'a pas, bah tu opères, ou tu fais le geste tout en sachant qu'il y a toujours un risque hémorragique en opératoire et il te faut qu'il y ait des produits à ta disposition. Voilà, et merci. Donc finalement, ce n'est pas le point de vue de l'hépatologue ni de l'hématologue, c'est finalement les situations rencontrées en hépatologie, gastro-entérologie, les hypothèses, et qu'est-ce qu'on rencontre chez l'hématologue? Finalement, il ne peut pas y avoir une contradiction dans ce genre de TPBA, etc. Et ce qui illustre le dernier cas présenté par M. Khorassani, c'est que finalement, l'histoire clinique vaut mieux que 1000 tests et 1000 laboratoires. Et c'est ça où le clinicien doit être attentif à l'histoire de la maladie. Et parfois, on fait des tests pour lesquels on ne s'attend pas aux résultats. Et donc, que faut-il faire? Et finalement, par exemple, pour les hépatopathies, toutes les maladies du foie, il faut qu'il y ait les deux allongés, le TP et le TCA. C'est rare où on peut avoir que le TP qui est bon. Donc, l'histoire clinique, elle est très, très importante. 2 ou 3 questions, s'il vous plaît. Une réaction rapide, quelqu'un qui a vu un TP anormal. Monsieur Abid, il ne fait pas de l'hémato ni de l'hépato. Les pédiatres, oui. En discutant avec les anesthésistes, les animateurs, justement pour les circoncisions, pour un tas de problèmes qui se fait en pédiatrie, ils ne sont pas convaincus faire TP, faire groupage, faire ceci. Et cette question a été posée il y a 1 an dans la Société marocaine d'anesthésie et de réanimation. Donc, ce que je retiens, Assil Khorassani, on va faire les circoncisions sans faire ni TP, ni quoi que ce soit, uniquement comme l'a dit Certa, faire l'histoire et chercher s'il n'y a pas un antécédent de maladie hémorragique. Merci, M. Abid, parce que finalement, il y avait des études qui ont été faites, 37 000 bilans avant une amygdalectomie ou autre. Bon, parce que finalement, quelqu'un qui n'a jamais eu une histoire d'hémorragie, ni chez les oncles, ni chez les tantes, ni chez lui, ni chez, etc., il n'a aucune raison d'avoir un bilan anormal. Non, on est d'accord, mais non, il y a des recommandations universelles, on n'a pas à choisir. Bon, les recommandations, c'est une chose, mais la réflexion scientifique est une autre. Bien sûr. Je veux dire que non. À quoi tu veux répondre? Là, il faut que les recommandations. Je regarde quelque chose. Les recommandations francophones, anglo-saxonnes, américaines. Non. Histoire hémorragique chez quelqu'un où tu peux avoir des informations. Exactement. Histoire hémorragique lorsque je peux avoir une information. Autrement dit, l'enfant, à partir de l'âge de 1 an, donc je peux avoir quelques informations. Quelqu'un qui est inconscient, est-ce qu'il y a des recommandations? J'ai un bébé qui est inconscient de 6 mois ou 8 mois, ou il est inconscient, tu ne sais pas ce qu'il a. Donc tu as l'obligation de le faire. Troisièmement, un bébé qui est moins de 1 an, il est recommandé. Il est recommandé tant qu'il n'a pas encore bougé, tant que tu ne peux pas avoir l'information comme quoi le risque hémorragique, l'histoire clinique, entre parenthèses, je ne dirais pas ton obligation, mais il faut avoir l'arrière-esprit qu'il y a un risque hémorragique. Après, je fais le bilan, je ne fais pas le bilan, ça c'est une autre histoire. Donc c'est juste à doubler 2 points. Ouais. Est-ce qu'un TP et un TCA normal élimine un risque hémorragique? Ah non, voilà, c'est ce que... C'est ce que voilà. Dit, donc finalement, l'une ou l'autre, on doit toujours avoir recours à l'histoire de la maladie, l'histoire et beaucoup de choses.